Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lachambre. Mon invité aujourd'hui est Christopher Savard, qui œuvre dans l'industrie de la sécurité québécoise depuis 2010. Il a participé à l'élaboration d'un plan multifacette de la lutte aux stupéfiants sur un chantier. Il est intervenu sur des scènes impliquant des décès et a fait partie d'une équipe de gestion de situations d'urgence ou exceptionnelles d'une multinationale en lien avec la situation de la COVID-19. Christopher, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci beaucoup. Good, allons-y. Dites-moi, Monsieur Savard, de quelle façon avez-vous débuté votre carrière dans le domaine de la sécurité? Moi, alors, j'ai complété une technique policière en 2007. Je suis rentré dans un programme de technique policière au Collège d'Alma au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai j'ai fait cette technique-là d'une durée de 3 ans, puis j'ai été diplômé en 2010. Puis en 2010, j'ai obtenu un emploi, là, un premier emploi au sein de la Société d'État Hydro-Québec au niveau de la sécurité industrielle. Puis c'est comme ça que j'ai fait mon entrée là, en sécurité. OK, très bien. Et puis, pourquoi que vous avez choisi en fait, pourquoi vous avez choisi le milieu Hydro-Québec, la sécurité chez Hydro-Québec? Ben, à ce moment-là, c'est certain que c'est une entreprise, c'est une société d'État aussi au Québec. Hydro-Québec est très connue. Puis je savais que le service de sécurité industrielle était quand même d'une grande ampleur. Puis aussi, on ne se cachera pas que les conditions offertes par l'entreprise Hydro-Québec étaient relativement alléchantes du moment où c'était de très bonnes conditions de travail. Donc, tout cela a fait en sorte que j'ai été attiré par ce travail-là. Il y a aussi le fait que c'était un emploi qui présentait des, beaucoup de tâches qui étaient intéressantes. Dans le descriptif d'emploi, là, on pouvait y voir des tâches qui étaient relativement attirantes pour les fonctions et pour les études que j'avais faites, là. OK, très bien. Mais on va y aller. Vous allez me donner plus d'informations un petit peu plus tard là, par rapport au tâches. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Juste Oui. avant de continuer, on va en apprendre un petit peu sur vous. Vous m'avez mentionné être intervenu sur des scènes impliquant des décès. Dans la mesure du possible, pouvez-vous nous donner plus de détails là-dessus? Oui, oui. Dès mon entrée, moi, en 2010, comme patrouilleur enquêteur pour Hydro-Québec, dans le fond, pour la sécurité industrielle, j'occupais un rôle avec plusieurs chapeaux. C'est un rôle qui était parapolicier dans le domaine de la sécurité, mais tout de même parapolicier parce que pour effectuer ce travail-là, on se doit d'être assermenté en vertu de l'article 107 de la loi sur la police. Donc, pour effectuer certaines tâches, Hydro-Québec assermente ses agents de sécurité industrielle pour qu'ils puissent effectuer convenablement leurs fonctions. Fait que moi, ben, dans ce travail parapolicier-là, ben, comme patrouilleur enquêteur, j'ai intervenu sur des scènes impliquant des décès, étant donné qu'on recevait des appels, par exemple, pour des accidents de la route. On recevait des appels pour des décès de causes naturelles ou encore des accidents de travail. Ça pouvait être aussi malheureusement par suicide, etc. Là. Fait que c'est sûr que durant mon rôle et durant mes fonctions, durant que j'ai rempli ces fonctions-là au niveau de la sécurité d'Hydro-Québec au début de ma carrière, j'ai eu à intervenir sur ce genre d'événements-là impliquant des décès, des décès humains, de la mort humaine. D'accord. Dites-moi, j'ai une question qui m'est arrivée en tête. Est-ce que vous avez des suivis psychologiques par rapport à ça? Parce que ça doit être, oui, j'imagine que vous êtes préparé à ça, mais est-ce que vous avez des suivis lorsque vous tombez sur une scène, une telle scène? Ben, on n'est jamais préparé à ça. Moi, je pense on, on se bâtit une certaine carapace, mais cette carapace-là, là, elle n'est pas infaillible. Fait que c'est certain que même si on pense qu'on se prépare à ça, si on fait une technique policière ou encore on fait une formation en sûreté privée qui nous prépare à des événements qui peuvent nous arriver, il faut toujours être dans le vif, il faut toujours être dans le jaune, prêt à intervenir sur différentes situations. Mais, euh, mais non, on n'est jamais vraiment préparé à ça. Puis oui, en effet, il y a eu il y a beaucoup de débriefing de ces événements-là. Puis au-delà du suivi psychologique qui est offert, parce que oui, Hydro-Québec offrait un programme d'aide aux employés, un PAE, OK, pour justement là, aider les gens qui faisaient face à ce genre de situation-là. Mais au-delà de cela, moi, je pense que ce qui est important, c'est les débriefings à chaud
qu'on faisait immédiatement après l'événement et aussi un débriefing qui était à froid qu'on faisait après ces événements-là, où est-ce qu'on pouvait se réunir tous les intervenants qui avaient intervenu sur l'événement, puis on pouvait ventiler, on pouvait expliquer qu'est-ce qu'on avait effectué, puis on pouvait expliquer qu'est-ce qu'on avait trouvé difficile, puis comment que les autres avaient vécu cette situation-là. Comme ça nous permettait justement de voir qu'on n'était pas tout seul dans cette situation-là, et de un, et de deux, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, ou la prochaine fois, à quoi plus s'attendre pour justement, parce qu'on s'habitue, malgré qu'on ne s'habitue jamais, ben, on peut atténuer justement notre réaction vis-à-vis de ces situations-là en effectuant ce genre de débriefing-là. Là. Absolument. Le partage de groupe, c'est une bonne thérapie aussi, hein, je suppose. OK, excellent. Et puis, aussi, depuis que vous avez commencé en 2010, est-ce que vous avez remarqué des changements majeurs à propos de l'industrie dans laquelle vous évoluez, là, dans le milieu que vous évoluez? Bien, c'est sûr que moi, étant donné que je n'ai pas nécessairement travaillé pour une entreprise qui était sous-traitante d'Hydro-Québec, je n'ai pas directement travaillé pour une entreprise de sécurité privée. Cependant, il y avait de l'impartition. Puis parfois, chez Hydro-Québec, il y a de l'impartition. On travaille avec des gens, par exemple, de différentes compagnies, de différentes agences de sécurité qui peuvent venir nous épauler, qui peuvent nous appuyer dans l'accomplissement de nos fonctions. Puis oui, j'ai vu une évolution dans ce domaine-là pendant mes 10 années, puis aussi le public, la vision du public vis-à-vis ce métier-là aussi a beaucoup évolué. Je pense que le métier s'est professionnalisé avec le temps. Je pense que le métier s'est encadré. Il y a, la sécurité privée, OK, le BSP, le Bureau de la sécurité privée, a encadré la fonction beaucoup. Puis aussi, les entreprises aussi ont fait en sorte de mieux former leurs agents, de mieux encadrer leurs agents. Tu sais, avant, je pense que le public était informé que les agents de sécurité ou les intervenants, les personnes qui faisaient de la sécurité, c'était des personnes qui étaient prises comme un peu hasardeusement, là, mais maintenant, ça prend une formation, puis c'est encadré, puis ça prend un permis, ça prend une absence d'antécédent. Fait que j'ai vu cette évolution-là qui a commencé bien au-delà de 2010, là, quand je suis arrivé, mais que on a vu s'accélérer dans les dernières années, là, la professionnalisation de la fonction. OK, très bien. Oui, effectivement, hein, je veux dire, dans le temps, c'était tellement simple, se procurer un permis. Mais moi, je viens de cette école-là. Et puis, c'était pas trop long, là. On allait au bureau de la SQ, puis 30 minutes plus tard, on avait notre permis, tout frais, tout plastifié, tout chaud dans nos poches. Donc oui, ça fait du bien, le bureau de la sécurité privée. C'est effectivement venu bien encadrer l'industrie. Il y a encore du travail à faire, mais c'est un bon début. Euh, OK. Est-ce que vous avez débuté votre carrière chez Hydro-Québec en 2010? C'est bien ça? Exactement, oui. J'ai débuté ma carrière en juin 2010. OK, très bien. Est-ce que vous pouvez passer au travers des postes que vous avez occupés en mentionnant les tâches et responsabilités, donc les différents postes que vous avez faits là, depuis 2010? Absolument. Donc, en 2010, moi, j'ai débuté ma carrière pour Hydro-Québec comme constable auxiliaire. Un constable auxiliaire, autrement dit, c'était un agent de sécurité industrielle qui était dans un contrôle d'accès, dans une guérite, vulgarisement appelée de façon plus vulgaire, là, dans une guérite. J'ai commencé ma carrière là, à faire du contrôle d'accès, de la répartition d'APL, à vérifier les personnes qui accédaient au chantier de construction d'Hydro-Québec. Plus tard, ben, je suis devenu patrouilleur enquêteur, donc mon travail consistait beaucoup plus à patrouiller les routes, à faire du cinémomètre, du radar, autrement dit, là, ensuite de tout ça, à enquêter sur différentes infractions qui peuvent arriver sur le site sur lequel j'œuvrais, donc sur le chantier d'Hydro-Québec. J'ai travaillé au niveau de la baie de James, sur les chantiers d'Hydro-Québec, et aussi sur la Côte-Nord au niveau de la Romaine. Dans ce rôle-là de patrouilleur enquêteur, on devait agir comme pompier industriel et comme premier répondant médical. Donc, on assistait la clinique médicale sur les interventions médicales, et s'il y avait des accidents de la route ou encore des incendies de bâtiments ou toute autre chose où il fallait que les pompiers interviennent, ben, j'avais ce chapeau-là aussi. Fait que c'était parapolicier sécurité, pompier et premier répondant médical. J'ai œuvré ça dans ce rôle-là durant 3 années, presque 4,
Ensuite de ça, j'ai eu une promotion comme sergent. Autrement dit, la nature du travail était la même. Cependant, j'étais le chef d'équipe d'une équipe de 4 ou 5 patrouilleurs enquêteurs. Puis je devais, à ce moment-là, les superviser, les encadrer, faire les briefings opérationnels, les briefings de début de quart, les débriefings, faire les suivis des rapports quotidiens d'activité, vérifier les rapports d'événements, les rapports d'enquête, les corriger, suggérer des améliorations, rendre compte à mon supérieur. Donc, j'ai effectué ce rôle de sergent-là durant environ 3 ans pour, après ça, obtenir une promotion au niveau des enquêtes. Donc, j'ai œuvré comme conseiller enquête pour Hydro-Québec, toujours dans la même unité, par exemple, de sécurité industrielle chantier d'Hydro-Québec. À ce moment-là, ben, j'étais en charge d'effectuer des enquêtes de niveau 1, donc pour ce qui était des infractions internes, par exemple, des infractions, comment je pourrais dire, au niveau des ressources humaines. Je pouvais enquêter pour de l'administratif, des employés qui commettaient des bévues là, au niveau de l'entreprise, vol de temps, fraude, vol, etc. Puis aussi au niveau criminel, voies de fait, harcèlement, trafic de stupéfiants, consommation, j'enquêtais ces infractions-là aussi. Donc, durant le temps que j'ai effectué mon rôle, ça a duré environ 3 ans aussi comme enquêteur au niveau du chantier. Ça m'a mené jusqu'en 2020. Donc, je commence en 2010 comme patrouilleur enquêteur environ 4 ans, ensuite sergent, superviseur de relève, chef d'équipe durant environ 3-4 ans, et ensuite en 2017 enquêteur jusqu'en 2020. Suite à ça, ben, les horaires de travail sur les chantiers d'Hydro-Québec, ce n'étaient pas nécessairement des horaires qui étaient conviviales au niveau de la conciliation travail-famille. Moi, je faisais des cédules de 11 jours de travail à l'extérieur de la maison pour 3 jours de congé à la maison. Puis moi, ben, avec les années, ben, j'ai eu une petite famille. Fait que ça a fait en sorte que j'ai commencé à regarder, bon, ben, pour revenir rester dans mon petit coin de pays, pour revenir plus près de la maison, plus proche de ma famille. C'est à ce moment-là que j'ai eu une opportunité chez Rio Tinto Alcan, qui est une multinationale, autrement dit, qui a un service de sécurité industrielle aussi, comme enquêteur. Fait que j'ai obtenu un emploi à début 2020 comme enquêteur pour Rio Tinto. Et de fil en aiguille, durant les mois, j'ai fini par obtenir une promotion de chef sûreté incendie de l'usine Alma de la multinationale Rio Tinto, là, où j'étais en charge d'une équipe multidisciplinaire d'agents de sûreté et de pompiers industriels, de préventionnistes. Et à ce moment-là aussi, j'avais à superviser par l'entremise d'un superviseur de l'entreprise, une entreprise de sécurité privée qui agissait pour notre compte, pour faire du contrôle d'accès. Donc, en 2020, j'ai œuvré pour Rio Tinto. Puis, COVID-19 oblige, il y est arrivé des coupures de personnel puis des remaniements de ressources humaines au sein de la multinationale qui a fait en sorte que je me retrouvais à perdre mon emploi. Donc, je suis retourné chez mon ancien employeur. J'ai eu une opportunité de retourner chez mon ancien employeur Hydro-Québec comme patrouilleur, comme quand j'avais commencé en 2010 là, au niveau de la BG. OK. Ben, on fait ce qu'il faut. Vous devez être Exact. un bon patrouilleur parce que avec tout le bagage que vous avez, de retourner patrouilleur, mais écoutez, c'est ça, là. Wow, c'est vraiment tout un parcours. Je suis vraiment contente de vous avoir à l'émission parce que ce que je veux démontrer aussi aux agents, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce milieu-là. Euh, j'ai remarqué depuis que j'ai commencé cet emploi disquette d'Alabase, avant ça, j'avais une compagnie, j'avais une agence, mais avec cet emploi disquette d'Alabase, ça me permet de parler à plusieurs personnes puis être plus au courant de l'industrie puis de voir pas mal plus comment les agents ils réagissent au métier. Et puis, je remarque que souvent, les agents ils sont limités, ils ont comme un regard en tunnel, alors que il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités à qui s'en donne la peine. Donc, c'est sûr que vous êtes bien formés, mais c'est ça, les agents, il suffit de bien se former. Il y a vraiment des belles opportunités. Puis il y a du travail pour tout le monde, surtout. Donc, parfait, merci pour ça. Et puis, comment vous avez justement, en parlant de vos promotions, là, de quelle façon vous avez obtenu, comment vous avez fait pour gravir les échelons? Est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher ou vous qui étiez au courant, que vous étiez au courant des opportunités d'emploi? Comment vous avez fait pour continuer à monter toujours comme ça? Ben, c'est sûr que moi,
les rôles que j'ai occupés, je me suis toujours fixé des objectifs. Donc, du moment où j'occupais un rôle, par exemple, de patrouilleur, puis à ce moment-là, inévitablement, j'avais un superviseur, puis je le regardais aller, je le regardais travailler, son travail m'intéressait, ben, je me fixais un objectif. Bon, ben, je prends relativement assez d'expérience, m'accoter, me jumeler auprès des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi pour pouvoir gravir les échelons, oui, dans un premier temps, mais aussi de m'instruire et de me tenir au courant avec l'industrie. Tu sais, je suis une personne qui est relativement autodidacte, puis je me renseigne beaucoup. Fait que moi, les changements au niveau de la loi, les changements au niveau des règlements, ben, je me renseignais beaucoup par moi-même sans que j'aie d'obligation de le faire pour me tenir à jour toujours dans ce domaine-là. Comme ça, ben, quand j'avais des opportunités de carrière ou qu'il y avait des postes qui ouvraient, ben, j'avais une crédibilité lorsque je passais des entrevues. Fait que c'est comme ça que je me suis bâti une crédibilité et à la fois ben, une expérience. Puis chaque chose en son temps. Je prenais le temps de bien occuper chaque rôle, chaque fonction, me, bien maîtriser le travail pour ensuite de ça ben, appliquer et obtenir la promotion. Là. Mais ce n'est pas nécessairement eux qui sont venus me chercher, c'est moi qui vraiment qui a fait mon chemin, qui a appliqué, qui a travaillé fort pour pouvoir l'obtenir, ces emplois-là. C'est sûr qu'il y a eu des opportunités qui sont offertes à moi où ce que c'était peut-être plus facile que d'autres, mais c'est toujours moi qui a fallu qui applique, qui aille chercher l'emploi pour lequel que j'avais que j'avais l'objectif. Absolument. OK, très bien. Très bien, c'est ça. C'est de se fixer un objectif, puis de s'organiser pour de se tenir au courant, puis de s'entourer, de se mettre dans un environnement où est-ce que c'est possible de l'atteindre. Vous mentionnez votre supérieur que vous étiez c'est ça que vous regardiez un petit peu aller pour voir bon à quoi vous attendre et tout. Donc c'est excellent. C'est des conseils en fait qu'on donne aux agents. Je suis contente de voir que c'est ça qui se passe sur le terrain aussi. Donc merci bien. Et puis, pouvez-vous, je sais que dans votre profil LinkedIn, vous parlez de sécurité corporative puis de sécurité industrielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Ben, en fait, il n'y a aucune différence. C'est drôle que vous posez la question, mais c'est vrai, ça peut porter à confusion. Puis vous avez tout à fait raison de demander un éclaircissement à ce niveau-là. C'est que c'est l'évolution seulement du titre de la section. Autrement dit, c'est le service de sécurité industrielle qui a changé de nom pour devenir un service de sécurité corporative. Chez Hydro-Québec, là, le nom du service de sécurité a beaucoup évolué avec le temps. Là. À l'époque, c'était la Sûreté d'Hydro-Québec. Ensuite, c'est devenu la Protection Hydro-Québec. Ensuite, c'est devenu la sécurité industrielle. Ensuite, la sécurité corporative, la sécurité physique. Ça a beaucoup changé de nom avec les années, mais le service est resté le même. C'est juste qu'avec les différents gestionnaires qu'on a eus, eux avaient des visions qui étaient différentes, puis ils attribuaient des noms pour qui croyaient qu'eux définissaient mieux le service pour lequel on travaillait. Mais la sécurité corporative, tu sais, moi, j'ai toujours dit que dans la sécurité corporative, on fait de la sécurité industrielle, puis dans la sécurité industrielle, on fait de la sécurité corporative. Autrement dit, c'est juste un nom. OK. Ah bon, ben, très bien. Ça nous éclaircit à tous. Je ne savais pas. Merci pour cette information-là. Et puis, votre poste de constable que vous occupez, est-ce que là, vous êtes constable chez Hydro-Québec? Vous dites que vous êtes retourné patrouilleur. Qu'est-ce que vous faites présentement? Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire? Oui, absolument. Donc, au niveau de la baie James, là, le rôle d'un patrouilleur, d'un constable, c'est protection, généralement, là, c'est protection des personnes et des actifs de l'entreprise. Donc, mon rôle consiste à patrouiller c'est beaucoup de territoires. La baie James, c'est très grand. Tu sais, on part de la Grande 2, aller jusqu'au site de Brisé, le réservoir Cagna-Pisco. Donc, c'est le Québec, c'est très vaste, le nord du Québec. Donc, on est quelques patrouilleurs répartis dans différents sites à plus ou moins 150-200 km de distance. Puis nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on a un territoire prédéfini qu'on doit couvrir. Donc, les infrastructures d'Hydro-Québec sont soumis à des normes, ont des niveaux de sécurisation qui sont différents, de différents grades. Puis tout dépendant tout dépendant si le site est névralgique ou pas, ben, se doit d'avoir un niveau de protection en lien avec
criticité du site, autrement dit. Donc, surveillance physique, surveillance par technologie, par les caméras, surveillance par de l'impartition, des clôtures frost, des périmètres de sécurité, différents périmètres. Et au niveau de la baie James, ben, il se doit d'avoir une patrouille qui se fait aux 24 heures sur les sites névralgiques qui produisent de l'électricité, autrement dit. Donc, étant donné que ces sites-là sont soumis à une norme nord-américaine qui fait en sorte que c'est des sites qui sont critiques, que ce soit pour les attentats terroristes, pour le sabotage, le vol, la fraude, etc., ben, ces sites-là se doivent être gardiennés, surveillés par des agents en uniforme. Donc, c'est à ce niveau-là que je dois patrouiller. Donc, mon rôle, c'est de patrouiller, vérifier qu'il n'y ait pas d'intrusion, vérifier qu'il n'y ait pas de méfaits, qu'il n'y ait pas de sabotage. Ensuite de ça, on a un rôle aussi de prévention incendie. On vérifie les dispositifs de sécurité incendie, les extincteurs, s'assurer que les suivis sont faits selon les normes, selon la loi, selon ce qui est demandé, la norme NFPA et tout ça. Fait qu'on se doit de vérifier mensuellement et annuellement ces extincteurs-là. Donc, mon travail consiste à ça. Parfois, on a des appels concernant des problèmes au niveau des personnes, donc protection des personnes et des actifs. On peut avoir des plaintes de voies de fer, on peut avoir des plaintes de conduite avec les facultés affaiblies. Donc, tout ce qui se produit sur les territoires d'Hydro-Québec, on a une juridiction à ce moment-là, donc on se doit d'intervenir. Plainte d'harcèlement ou tout ça, là, tout ce qui est de crime de premier niveau, on va le prendre en charge. On va collaborer beaucoup avec les services policiers civils, la Sûreté du Québec, les services de policiers municipaux. On va collaborer avec ces services-là beaucoup aussi, tout dépendant de la gravité du dossier. Donc, ça va dans les deux sens. Fait que mon travail consiste à ça. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, quand vous avez commencé, ma prochaine question, c'était si vous aviez ce poste-là dans la mire depuis longtemps, mais en fait, vous êtes passé par là, puis là, vous êtes revenu à cause de la situation du COVID. Dites-moi, quelles sont les étapes à franchir pour devenir constable pour Hydro-Québec? Il y a plusieurs chemins. Je vous dirais que maintenant, c'est plus encadré que ce l'était à l'époque. Cependant, là, il y a plusieurs chemins encore. On peut faire comme moi, passer par une technique policière, puis obtenir un emploi. OK, c'est dans les exigences. Sinon, on peut faire une formation en sécurité ou en sûreté industrielle, sûreté privée. Là, je sais qu'il y a le Collège Anjou, le Collège d'Alma qui donne des formations en sécurité industrielle, sûreté privée. Donc, ces établissements-là offrent des formations qui sont reconnues par l'entreprise pour embaucher. Il y a différentes avenues là, pour pouvoir atteindre, pour pouvoir exercer ça, ouais, en effet. OK, très bien. Et puis les qualités qu'on se doit de posséder là, pour obtenir ce poste, quelles sont-elles? Moi, je pense qu'il faut être une personne qui est débrouillard. Il faut être une personne qui est autonome aussi, parce on est loin, la gestion est loin aussi. Nos gestionnaires sont en ville, les distances sont longues, on se parle par téléphone, on se parle par Zoom, on se parle par Teams, mais les gestionnaires ne sont pas avec nous toujours pour nous superviser, fait qu'on se doit d'être très autonome. On se doit d'être débrouillard parce qu'on peut faire face à diverses situations. Les journées ne se ressemblent jamais. Tu sais, on peut se lever un matin, que ce soit les températures météorologiques, la conduite qu'il faut adapter, une plainte qu'on va recevoir, qu'il va falloir qu'on prenne en charge, tout ça. Fait que faut qu'on soit débrouillard pour être agile puis s'adapter à différentes situations. Il faut faire du pouce sur l'adaptation. Il faut avoir un très grand sens de l'adaptation pour pouvoir s'adapter à toutes les situations sur lesquelles on va avoir à travailler. Je pense qu'il faut être une personne très intègre parce que oui, bien que on doit avoir une absence d'antécédents criminels, au-delà de cela, ben, il faut avoir, je pense, faut l'honnêteté, l'intégrité et faut être une personne en qui on peut avoir confiance, autant le client que l'employeur. Donc, ça, je pense que c'est des qualités qui sont inévitables, qui sont de premier plan là, pour effectuer ce travail-là. Okay. Essentiel. Ouais. Très bien.
Et puis, quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui aimerait là, s'embarquer là-dedans, là, qui aimerait faire de la sécurité industrielle / corporative? Ben, de se préparer convenablement en entrevue, d'appliquer, de se lancer, d'être prêt à s'éloigner, tout dépendant du poste que la personne va occuper, parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a des postes qui sont en ville. Là. Bécomo, Drummondville, il y a des agents en uniforme de la sécurité industrielle, de la sécurité corporative d'Hydro-Québec. Cependant, pour travailler en milieu éloigné comme moi, il faut être prêt à s'éloigner de sa famille, il faut être prêt à faire des runs de travail, il faut être prêt à aller travailler. Fait qu'il faut être autonome. Je dirais, de se lancer, je dirais que c'est un métier qui est enrichissant, qui est passionnant. Ça nous permet de patrouiller des longues journées, ça nous permet de voir du territoire, de voir des paysages. Tu sais, je veux dire, on est capable de joindre l'utile à l'agréable. Donc, moi, je lui dirais, le meilleur conseil, c'est convenablement se préparer, de faire un bilan sur ses réalisations, sur ses qualités intrapersonnelles, puis arriver en entrevue, puis d'être capable de les exposer clairement là, aux recruteurs. OK, super. Et puis aussi, vous avez mentionné que lorsqu'on a l'emploi aussi, d'être au courant des prochaines opportunités d'emploi. Là, ça peut faire partie de la préparation. Puis ça dépend de la personne aussi. Il y a des gens qui veulent pas nécessairement peut-être franchir les étapes ou gravir les échelons, qui sont contents où est-ce qu'ils sont. Mais pour ceux qui aiment bien, ben, c'est comme Monsieur Savard, là, c'est de se préparer puis de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opportunité puis de se fixer des objectifs. Tout à Donc, fait. excellent. Ben, merci énormément pour l'information de qualité que vous avez fournie à notre auditoire et à moi-même. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, un mot de la fin, j'aimerais dire que puis si je reviens au départ de notre entrevue, l'industrie a beaucoup évolué. Moi, je pense que dans la vie, pour être convaincant, il faut être convaincu. Il faut être fier de ce qu'on fait. Faut reconnaître que notre rôle est essentiel, que les travails en sécurité sont essentiels. Moi, je pense c'est des emplois qui ne sont pas nécessairement toujours quantifiables parce qu'on a beaucoup un rôle de prévention. C'est difficile de rendre monétaire la prévention. Puis, c'est sûr que ça va être un combat continuel d'arriver et de démontrer à des clients ou à des organisations qu'il faut avoir du budget, il faut investir dans la sécurité, mais parce qu'on n'est pas capable nécessairement d'arriver avec du concret, du tangible, de dire, ben, cette année, on vous a fait sauver tant. Parce que ce qu'on l'a fait sauver, ben, on ne sera jamais capable de le démontrer. C'était par notre présence et notre prévention. Fait que je pense qu'il faut être convaincu, puis il faut toujours axer notre travail sur le fait que notre rôle est, comme je disais, essentiel et très important en entreprise. Excellent point. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Merci énormément pour cet ajout puis pour toute l'entrevue au complet, Monsieur Savard. Merci pour votre temps. Mon nom est Graziella Charles. Si vous cherchez de l'emploi dans ce domaine ou tout autre domaine de la sécurité, rendez-vous sur notre site 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.